L'opération, c'est François et Rudolf. Rudolf nous a envoyé des questions il y a peut-être un mois, juste après le Nouvel An. Et c'est une série de questions, 4 questions qui sont propres à la jeunesse, 3 questions, propres à la jeunesse intellectuelle, entre guillemets. Et on a répondu à notre sauce, tous les 3, on a chacun pris plus ou moins une question. Et on va faire ça de manière donc la première question, c'était comment interprétez-vous depuis votre position, disons celle d'une jeunesse intellectuelle, cette question du nihilisme contemporain? Attends, brièvement, vous pouvez vous présenter tous les 3, excusez-moi, parce que personne ne vous connaît. Ah bah c'est dedans ou non? Comment? Non, c'est... Oui, alors, Gabriel, oui. Roméo et Nicolas. Oui, non mais d'accord, mais dans jeunesse intellectuelle, oui, ça veut dire quoi, jeunesse intellectuelle? Jeunesse intellectuelle, moi jeunesse, ça suffit. Hein. Non, mais si on veut rajouter le point de vue intellectuel, en tout cas, vous êtes étudiant? Voilà, moi j'ai 23 ans, Roméo aussi est Diego un peu plus jeune que nous. J'ai été étudiant pendant longtemps, j'ai fait de l'histoire, beaucoup d'histoire, et maintenant, à l'heure actuelle, je suis plombier. Et ça me fait de moi, malgré tout, un intellectuel. Les autres aussi, vous êtes en fac? Moi, je suis en Master 1 de philosophie à Nanterre. Donc, voilà, tout se passe bien. Et toi, moi, j'ai fini la licence de philosophie. D'accord. Non, mais merci. Non, mais tout à fait. Et du coup, c'est vrai que c'est important aussi à préciser, parce que, bon, du coup, moi, ce que j'ai fait, quand même assez scolaire, j'invente pas l'eau chaude, mais disons que ce que j'ai essayé de faire, c'est poser un peu... Exactement, mais il y a des références en permanence. C'est poser un peu les 3... Moi, j'ai pris 3 points qui sont, selon moi, les 3 questions du nihilisme contemporain pour la jeunesse, celles qui sont importantes pour notre génération et qu'on se pose souvent. Donc moi je vais essayer de poser en quelques minutes du coup les pistes que cette question m'a évoquées en prenant comme point de départ un extrait du mail qui m'a été envoyé. Je cite cet extrait. C'est « Le nihilisme prospère sous 2 formes repérées par Nietzsche. La forme passive du nihilisme, ne rien vouloir, a pour ressort la simple survie, se contenter de l'existant, de ce qu'il y a, en faisant le gros dos dans les tempêtes, sans même forcément y croire. La forme active, vouloir le rien, a pour ressort la fascination pour la destruction, la guerre, l'anéantissement et la jouissance morbide qui peut en être tirée. » Donc mon point d'entrée dans la question sera le suivant. Si la forme passive du nihilisme, c'est se contenter de l'existant, une chose est sûre, ce n'est pas se contenter de l'existence. En fait, il me semble que se contenter de l'existence, c'est un problème très actuel. Le capitalisme a parfaitement saisi l'économie libidinale. Autrement dit, il fonctionne sur nos énergies désirantes qu'il exploite pour alimenter le marché. Et en les exploitant, évidemment, il les épuise, parce que si elles ne sont pas infinies, on ne peut pas désirer tout le temps. Ce qu'il faut alors se demander, selon moi, ça sera mon premier point, c'est si ce désir est orienté dans un devenir où je me découvre différent de celui que j'étais, ou si au contraire il me fait tourner en cercle, me fait me poser comme étant toujours le même. Donc se contenter de l'existant ou exister. Dans son ouvrage « L'individuation à la lumière des notions de forme et d'information », Gilbert Simondon, qui est un philosophe français, donc déploie une philosophie de l'individuation qui pose l'être comme le devenir. Pour lui, le devenir ne doit pas être pensé comme ce qui arrive à l'être. L'être n'est pas posé comme être puis devient. L'être, c'est le devenir lui-même. Ce qui préexiste, donc, ce ne sont pas des êtres substantiels, mais des relations dynamiques de transformation, ce que lui va appeler l'individuation. Les individus ne préexistent pas, ils sont le résultat d'un processus d'individuation. Pour m'individuer psychiquement, en tant qu'individu pensant, je dois passer, toujours selon Simondon, par une individuation collective. L'individuation de mon jeu est toujours nécessairement liée par l'individuation de nous. L'individuation est donc trans-individuation. Chez Simondon, le sujet détient une part individuée, qui est donc issue des trans-individuations précédentes, et une part pré-individuelle, un potentiel, un devenir qui participe à mon individuation. Une relation trans-individuelle, et donc quand se forme un groupe où les sujets mettent en commun leur part pré-individuelle afin de continuer à s'individuer, afin de continuer à être dans le sens simondonien du terme. Ça peut être une équipe de foot, un groupe de musique, un collectif de danseurs ou par exemple un groupe politique. Cette nécessité de s'individuer par une dynamique qui est toujours donc psychosociale, la sociale et psychologique en même temps, qui passe par du trans-individuel, se matérialise forcément par des objets culturels, des objets trans-individuels qui nous dépassent et en même temps nous font communiquer mon intérêt propre, qui est celui de mon individuation, avec la singularisation d'un objet collectif.
l'amitié, le sport, l'art, la révolution. Par exemple, quand je fais du foot, je m'individue à travers la pratique collective qu'est le football, mais je participe aussi à singulariser ce que c'est que le football. Autrement dit, pour s'approprier, il faut s'exapproprier, c'est-à-dire entrer en relation avec quelque chose de plus grand que soi, qui n'est pas soi. Lacan disait désirer das Ding, donc la chose, c'est-à-dire désirer derrière l'objet du désir, un idéal impossible, inatteignable, qui assure le renouvellement perpétuel du désir. Donc l'amour avec un grand A, la révolution avec un grand R. Or aujourd'hui, et je pense que c'est quelque chose que toutes les nouvelles générations ressentent, à l'ère des générations nées avec Internet, le capitalisme a mis en place une organisation industrielle de nos énergies désirantes, orientée vers la satisfaction immédiate de nos pulsions. À l'opposé donc de la sublimation freudienne, qui est synonyme en quelque sorte de l'individuation simondonienne, le capitalisme érige plus que jamais l'immédiateté de la satisfaction. Satisfaire une pulsion par sa jouissance immédiate, afin d'en consommer une autre le plus vite possible, plutôt que de relancer le même désir dans un processus d'individuation, dans un processus de sublimation de ses désirs. Paul Preciado, qui est un philosophe espagnol-mexicain, je ne sais plus, considère que l'industrie culturelle est envie de porno. Ça, je le cite. Et je pense que cette affirmation elle est particulièrement éclairante, parce qu'elle donne bien à voir l'enjeu, à savoir le contrôle de la subjectivité par le capitalisme à travers un circuit excitation, plaisir, frustration, où l'objectif ne serait pas tant le plaisir qu'un plaisir travaillé de frustration par sa jouissance immédiate pour pouvoir renouveler l'acte pulsionnel. Donc voilà, cette idée que l'industrie culturelle est envie de porno, je pense que dans notre génération, pour nos générations et pour notre époque, c'est particulièrement vrai. Voilà, selon moi, donc, dans un des sens du nihilisme contemporain qui se contente de l'existant et refuse d'exister, et qui touche particulièrement donc les nouvelles générations. Si l'existence, au sens heideggerien du terme, c'est exister, c'est-à-dire se tenir en dehors de soi, se transindividuer, s'exapproprier, comme disait Simondon, le capitalisme et le marketing digital nous poussent bien plus à subsister, c'est-à-dire à rester le même, à se contenter de l'existant, en satisfaisant des besoins sans jamais rien créer de nouveau. C'est en tout cas, s'il me semble, vers quoi l'ère du numérique et des réseaux sociaux, sur lequel, je rappelle, la jeunesse passe entre 5 et 7 heures par jour, veut nous faire tendre. Bon, toutefois, pour ne pas tomber dans le nihilisme, enfin dans l'impasse du nihilisme et du à quoi bon, je voudrais ajouter 2 remarques qui me permettront de passer au deuxième point que je voudrais aborder. Tout d'abord, comme le laisse comprendre le concept d'économie libidinale, il y a une économie du désir, dans le sens où celle-ci n'est pas infinie, je ne peux pas désirer tout le temps. Et à mon avis, en tout cas j'ai l'espoir de me dire que les dynamiques propres au capitalisme ne prennent pas en compte cela. Comme disait Marx, c'est la phrase connue, après moi le déluge. J'imagine, en tout cas j'espère, qu'en jouant le jeu de la pornographie, le capitalisme opère une captation qui épuise l'énergie libidinale et que donc le capitalisme détruit ce qui est sa condition. Je pense qu'à terme, ce processus mortifère peut provoquer une explosion à caractère, je l'espère, révolutionnaire avant qu'il ne soit trop tard. Ensuite, dans nos générations, quand même, beaucoup résistent. Il existe encore des équipes de foot qui se créent, des collectifs de danseurs, des clubs d'échecs ou des cellules militantes. Et d'autant plus qu'il est évident qu'une fois essayé ces formes-là, de rapport au désir, elles sont toujours plus émancipatrices. Et donc quand on les découvre, on a envie de continuer à les développer. L'objectif du jeune militant à notre époque est aujourd'hui, et il me semble plus que jamais, réussir à créer les conditions de cette transindividuation. C'est par exemple via cet horizon que notre groupe de militants, auquel Nicolas et Gabriel participent, espère réintégrer la politique dans les universités parisiennes, à travers du coup pas forcément un processus qui serait celui de politisation, mais d'abord de proposition de transindividuation, pris dans son sens large, dans les universités parisiennes qui sont complètement mortes et où plus rien ne se passe malheureusement. C'est terreau du nihilisme. Vraiment. Les gens sont avec leur téléphone, sortent du métro, suivent les couloirs pour rentrer dans leur classe, ressortent du métro, et puis ressortent de la classe, et puis rentrent chez eux, quoi. Ils n'habitent pas à des fréquentes. Exactement. Néanmoins, il me semble qu'au sein de ces résistances, et c'est là le deuxième point que je voudrais aborder, des difficultés restent à surmonter. Donc, comme je l'ai présenté avant avec le psychosocial, autrement dit avec la transindividuation, pour Simondon, psychosocial et transindividuation sont la même chose, c'est des synonymes, elles passent toujours par des objets culturels. Or, chez Nietzsche, et c'était notre point de départ de citer Nietzsche, il y a un entrelacement entre valeur et culture. C'est là même un point de départ de sa théorie du nihilisme. Pour Nietzsche, on peut entendre avant tout par culture un ensemble de valeurs déterminées que les hommes s'assimilent et qui conditionnent leur manière de vivre et de penser. C'est à partir de sa conception donc du nihilisme européen que je voudrais me tenter à une critique d'une partie du militantisme contemporain en Europe.
une forme de militantisme nihiliste pour qui toute victoire est une défaite. Dans la généalogie de la morale de Nietzsche, il dit à propos du nihilisme, je cite, « Nous ne voyons aujourd'hui rien qui permette de devenir plus grand. Nous pressentons que tout va en s'abaissant pour se réduire de plus en plus à quelque chose de plus mince, de plus inoffensif, de plus prudent. » Et un peu plus loin, il dit « Qu'est-ce que le nihilisme si ce n'est cette lassitude? Nous sommes fatigués de l'homme. » Donc pris dans son contexte, Nietzsche ici parle des valeurs fondamentales de notre culture, initiées par Platon, sa métaphysique de la vérité, et ensuite prolongée par le christianisme. Et il estime que ces valeurs conduisent forcément, pour finir, à leur propre dévalorisation, à leur propre remise en question. Lorsque Nietzsche est en vie et qu'il écrit ça, il considère que c'est un processus long qui est en cours, qui c'est un processus lent et progressif, d'autonégation des valeurs elles-mêmes. Je ne sais pas si ce dont je vais vous parler prend part à ce processus précisément, ou s'il fait juste bien écho à celui-ci, mais une chose est sûre, la prudence, dont il parle juste avant dans l'institution, et le nihilisme comme l'homme fatigué de lui-même sont des visions ultra présentes dans une part importante de la gauche. Quand je parle de gauche, j'entends gauche de manière très générale. Mon idée est alors la suivante. Je pense qu'une part du militantisme jouant sur le ressort de la victimisation et refusant la tradition bolchevique de la majorité au profit des minorités morcelées, s'embourbe dans une vision totalisante de la lutte où on ne peut commencer à militer qu'en s'assurant d'être parfait, et qui, désirant commencer la lutte en étant parfait, ne la commence jamais vraiment. Cette partie de la gauche, elle est horrifiée à l'idée d'apprendre en chemin qu'elle a pu se tromper, et pour cela, elle part jamais vraiment à l'aventure. Selon moi, ça fait directement écho au nihilisme nietzschéen, et cette idée qu'on pourrait maîtriser entièrement le monde, le dominer grâce à la pensée conceptuelle, grâce à la compréhension rationnelle qu'on en a. Une compréhension, donc, qui, aux yeux de Nietzsche, conduit à des simplifications, à se détourner de la complexité du réel, et entre autres de son caractère difficile et douloureux, ce qui induit de fait, sur le long terme, cette incapacité à affronter la réalité, la vie en tant que telle. Selon moi, cette fuite du réel, bien loin d'accroître notre état, ne fait qu'approfondir la fatigue initiale. À terme, ce processus qui refuse toute forme de raté et donc de douleur aboutit, on le voit souvent, à l'inertie. Dans les œuvres posthumes de Nietzsche, une phrase résume selon moi très bien cette inertie qu'on retrouve donc dans une partie du militantisme. Je cite, « Le nihilisme radical, c'est la conviction que l'existence est absolument intenable si on la compare aux valeurs les plus hautes. » Et donc c'est ça, cette idée de dire « je commencerai mon existence en tant que militant, je commencerai à militer que quand tout sera parfait, quand je me serai assuré de quelque chose de complètement totalisant, et donc voilà, ça devient intenable si on les compare aux valeurs les plus hautes, évidemment. » Tout cela aboutit à cette idée que tout se vaut, et donc que rien ne se vaut, qu'aucun principe ne vaut et que rien n'est digne d'être voulu à proprement parler, et que par conséquent, la seule attitude cohérente consisterait à ne rien vouloir faire. Voilà selon moi le nihilisme qui guette la valeur culturelle de la gauche contemporaine, qui se refuse de posséder des valeurs précises dans ses lignes. Ce nihilisme, à terme, il ouvre à la voie de l'autoréférentialité absolue, où seule sa propre singularité vaut. Cela revient à considérer qu'en tant qu'individu, je peux nommer les choses à ma guise, nommer un chien un chat. Et d'une certaine manière, ça amène à chacun devenant sa propre monade, d'une certaine manière. Chaque individu parle alors un langage différent, et comme dans la tour de Babel, plus personne ne comprend l'autre. Je voudrais aborder ensuite un dernier point, qui est aussi, selon moi, très important à notre époque et pour les nouvelles générations en particulier, et qui est un peu en lien avec le premier dont je vous ai parlé. C'est que, selon moi, dès lors qu'on se pose la fameuse question de Leibniz, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, on réfléchit à l'être et on se place, il me semble, déjà dans une démarche anti-nihiliste. Le philosophe Stanislas Breton disait d'ailleurs que la pensée qu'on dirait nihiliste serait un renversement de cette question métaphysique de Leibniz, à savoir pourquoi pas plutôt le rien plutôt que le quelque chose. Mon dernier point sera donc celui-ci. Je pense que le capitalisme contemporain, et en particulier sa dynamique d'ubérisation, nous tire vers le nihilisme en éclipsant cette question qui est « pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Dans la question « pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» il faut l'interpréter, selon Francis Wolff, le « pourquoi y a-t-il » au sens de « pourquoi ça existe ». Donc, non, pardon, au sens non pas de « pourquoi ça existe », mais de « pourquoi ça s'est mis à exister ». Quand on pose la question « pourquoi » à propos de quelque chose d'existant, il faut donc la poser à propos d'un événement, et non pas d'une chose. Pour prendre un exemple simple, dans le « pourquoi y a-t-il de l'eau dans ce verre », il faut interpréter le « pourquoi y a-t-il » dans le sens de « pourquoi quelqu'un a mis de l'eau dans ce verre ». La question de la causalité est toujours posée par n'importe quel pourquoi.
Dans la question de l'existence, ce pourquoi suppose un passage à l'existence. Il suppose l'existence comme un événement. Ainsi, quand on a un pourquoi, on a toujours un renvoi à autre chose. C'est ce que Francis Wolff, lui, appelait l'altérisation. Pourquoi parce que B, pourquoi B parce que C. Mais selon moi, le capitalisme, dans son ère des services, de l'ubérisation et de l'immédiateté, tente d'éclipser l'autre. De ne pas poser A parce que B, mais de poser A parce que A. Étouffer l'altérisation est l'un des horizons nihilistes du capitalisme contemporain qui éclipse la perspective communiste, nous faisant oublier que l'homme est un Dieu pour l'homme, nous faisant oublier que toutes les choses qui nous entourent ne sont pas des choses, mais des actes, des événements. Pour contextualiser un peu ce que je veux dire par là, c'est quand quelqu'un de... En tout cas, nous, chez mes amis, je connais beaucoup de gens qui font ça, qui ouvrent leurs portes et qui trouvent leurs courses, et qui se disent, bon, pour eux, elles sont apparues là parce qu'elles sont là, et ils oublient complètement qu'il y a eu un livreur derrière, quelqu'un qui les a mis en rayon, qu'il y a quelqu'un qui les a empaquetés, qu'il y a quelqu'un qui les a récoltés, qu'il y a quelqu'un qui les a entretenus. Évidemment, aussi, juste le fait d'ouvrir le robinet et voir de l'eau couler, pour notre génération, c'est une chose. C'est pas un événement, c'est pas un acte, c'est une évidence totale que quand on ouvre le robinet, il y a de l'eau qui coule, quoi. Donc voilà, en conclusion, j'aurais tendance à dire que chez les jeunes générations, combattre le nihilisme contemporain, c'est ne pas perdre de vue l'autre. Et comme vous l'avez vu, dans les 3 points que j'ai tenté d'exposer rapidement, il y a toujours la question de l'autre. Je ne sais pas quel point il faut tenir, mais une chose est sûre, il faut tenir l'autre. Ne pas le laisser partir, ne pas le laisser disparaître, englouti par le capitalisme, que ce soit dans son développement de désir désindividuant ou dans la disparition de l'altérisation. Comme disait le réalisateur Orson Welles, la différence entre le cinéma et la vraie vie, c'est que dans la vie, il n'y a pas de figurant. À l'ère de la jouissance immédiate des réseaux sociaux et de la société scopique, le capitalisme se joue de cette citation qu'il veut rendre fausse. Se battre contre le capitalisme contemporain, c'est selon moi se battre pour garder cette citation vraie en tout lieu et en tout temps. Voilà. Ça, c'était la réponse à la première question, donc, qui était... On a 3 interventions en une, en fait. Non, mais c'était juste, voilà, c'était les 3 points qui, moi, auxquels j'ai pensé, disons, quand j'ai fait cette question du nihilisme contemporain, pour la jeunesse, pour notre génération, pour notre époque. Voilà, peut-être je laisse ça... Vas-y, ça... Nicolas. Sans prendre en place. Moi, je ne vais pas trop parler, mais je vais d'abord désolé pour l'accent si vous ne comprenez pas. Mais bon. Et moi, je voulais un peu répondre à la première question aussi d'une façon différente, mais aussi à la deuxième, qui était quels sont les points importants qui vous semblent nécessaires de tenir dans l'époque. Considérez-vous les projets d'études collectives que vous faites sur les questions politiques comme une façon d'affirmer qu'un autre monde est pensable? Et bon. Et moi, je pense que, plus parlant qu'en nihilisme, comme si on parlait d'une idéologie déterminée, comme si c'était une attitude, je crois que c'est une chose qui est dans l'esprit de l'époque, c'est une espèce de nihilité, plutôt qu'un mouvement ou une attitude. Et on est face à un vide. Il n'y a pas des critères des critères qu'il faut trouver. Une fois on a trouvé les critères, c'est bon, ça y est, on peut faire de la politique ou quoi que ce soit. Et je crois qu'une fois qu'on reconnaît ces vides, qu'il n'y a pas de sauveurs, il n'y a pas des sauveurs qui méritent ces titres par sa propre nature, on est en mesure de nous faire responsables, mais dans un sens qui n'est pas tellement moral, mais plutôt politique, de prise en charge. Et prise en charge dans un sens assez littéral pour moi, et qui est appropriation. Et appropriation, je veux dire, appropriation matérielle. Oui. Et je crois que, dans ce sens, je crois que c'est cette chose classique du marxisme qui a été que cette prise en charge correspond à la classe qui n'est attachée à rien, qui n'est propriétaire de rien, qui a tout à s'approprier. Et cette classe, c'est le prolétariat. Où est le prolétariat maintenant? C'est la question qui nous passe par la tête tout le temps. Et bon, en tant que jeune, c'est difficile aussi parce que il faut savoir voir à la fois les côtés générationnels d'âge et savoir voir aussi les perspectives, bon, parce que les jeunes ne sont pas que des jeunes, il n'y a pas une jeunesse unie déjà là, c'est une jeunesse très divisée. Oui, donc
tout projet politique, même qui vise d'un côté particulièrement la jeunesse, il faut voir quelle perspective d'appropriation on peut tirer de tout et lesquelles on ne peut pas. On n'appelle pas la jeunesse propriétaire, on n'appelle pas beaucoup de jeunes. Et je crois que ça c'est vrai. D'autres mots, je crois que c'est aussi facile de se déclarer soi-même. Moi je suis nihiliste parce qu'il n'y a pas des... Bon, on est perdu, on est chacun de son côté, on n'a rien à faire, on n'a rien à faire de ce que tu me dis, tu me racontes la politique, moi je m'en fous. Ça c'est très facile, mais si c'est très facile d'être nihiliste, c'est parce que je crois que la nihilité est déjà là. Et ce qui est difficile, c'est de s'en charger de cette reconnaissance qu'il n'y a pas des valeurs substantielles. Les valeurs sont les valeurs qu'on porte avec une perspective politique, avec un horizon. Mais ils ne sont pas des choses qu'on découvre. Il n'y a pas des Bibles, il n'y a pas en général des choses comme ça. Et pour le mettre un peu en rapport avec la société capitaliste, pour voir la société moderne comme un synonyme de la société capitaliste, je crois que s'il y a assez vide, c'est parce que les travails et les contradictions qu'il y a dans le monde capitaliste par rapport au travail sont que le travail étant la préparation de ce qui va être disponible pour tous, parce que c'est la production de toutes les choses qui vont être disponibles pour la consommation, pour l'accumulation, pour le trésor et tout. Et le travail mondial, social, est approprié par des propriétaires privés. Et comme les fonds globaux du travail, c'est une chose qui, on peut dire, qui appartient à tous, entre guillemets, mais entre tous, mais vraiment ça appartient à personne. Et c'est un travail qui est distribué par des propriétaires privés. Et ça fait qu'on peut compter sur rien, parce que le fonds commun est morcelé et divisé. Il y a une multiplicité de propriétaires qui ne sont pas communiqués entre eux, avec des intérêts très divers. Et je crois que quand on parle d'appropriation des moyens de production, c'est pas seulement pour une histoire de démocratie dans la production, mais aussi parce que sinon, s'il n'y a pas l'appropriation commune d'une classe qui est universelle de tout ce qui est pour produire, pour préparer, pour avoir des prospections du futur, si on ne fait pas ces projets universels, il n'y a pas des vraies appropriations, il n'y a pas des responsabilités, il y a des projets personnels, des intérêts privés et je crois qu'en ce sens, la jeunesse, il y a quelque chose à dire qui est bon, on a une facilité parce que on vient c'est pas comme c'est en quelque sens, on a les dangers on vient de se réveiller, on est face au monde, il y a beaucoup de problèmes, on vient d'arriver, on ne sait pas comment ça marche. Donc on a la facilité on peut pouvoir se dégager de toutes les traditions qu'on trouve qui ne sont pas fertiles, mais en même temps on a beaucoup plus de poids sur nos dos parce que c'est une responsabilité beaucoup plus grande. Et je crois que parce qu'on est des nouvelles générations, on peut se rendre compte plus facilement au niveau synchronique de ce qu'est la société moderne et pas essayer de trop faire reposer sur les traditions comme si quelqu'un devrait nous dire voici ce projet-ci, maintenant il faut que vous rejoigniez ce projet-ci ou ce projet-là. Mais on est en mesure que la responsabilité soit vraiment une prise de conscience sur l'actualité des choses. Et en ce qui concerne le caractère intellectuel, je crois que quand on mène un projet d'études collectives, ce n'est pas seulement pour défendre la possibilité de la pensée, parce que c'est déjà en faisant des projets concrets, c'est pas d'études d'une chose, d'une autre chose, des formations des gens, nanana.
c'est déjà comme ça qu'on défend la possibilité de la pensée par son exercice, par sa pratique. On ne gagne rien si la thèse en notre monde est possible est vraie ou fausse. C'est pas notre fin de dire notre thèse est la vraie, le reste c'est trompe. Mais même on peut travailler avec des gens qui disent c'est pas non, moi je crois qu'un autre monde n'est pas possible, mais par contre politiquement je vais travailler avec toi pour faire ceci, cela, cela. Et c'est pour ça que je crois qu'il ne s'agit pas de discuter des croyances, mais plutôt de faire de la politique au sens de que les discussions qu'on fera sont partie du projet communicateur, révolutionnaire, qu'on veut, peu importe comment on l'appelle. Et par exemple, dans les facs, je crois que intellectuellement, les facs, c'est un endroit un peu pas trop fertile. On discute des philosophes du XXe siècle, et on parle des philosophes du XXe siècle comme si c'était les sujets eux-mêmes, mais pas vraiment pour penser la chose, pour penser de quoi il s'agit. On parle de Foucault, on parle de Deleuze, on parle de... Moi, je sais pas. Moi, je suis à Paris 8 et c'est tout le temps comme ça, mais on a l'impression que... On ne parle pas de l'actualité, on ne parle pas de la société moderne, on ne parle pas de ce que Foucault, Deleuze et compagnie, eux, ils se parlaient. Et pour finir, je crois qu'à la suite, il ne s'agit pas de convaincre des militants, mais plutôt d'éveiller une espèce de conscience radicale, profonde, et radicale au sens littéral et radical. C'est la compréhension de la racine de l'ordre des choses. Parce que quand la compréhension du monde est tellement forte, tellement profonde, qui arrive à la racine, les choses ne marchent plus pareil, parce que ces côtés de compression, ça veut dire que tu peux faire avec, c'est un savoir-faire qui se développe, une prudence, une vertu politique, de savoir bouger, de savoir... Par contre, tu n'as pas ça quand tu discutes Deleuze ou quand tu discutes Foucault. Et je crois qu'en ce sens, l'effort théorique, c'est de poser tout ça, non pas comme une doctrine, voici, on est ensemble, on discute et on fait une doctrine, on va la vendre aux gens, on va essayer de convaincre les gens qu'on a fait une doctrine très, très intéressante, mais faire voir la pensée comme les possibilités que l'époque nous montre, comme faire voir que par la pensée, on montre les possibilités du temps, on montre les possibilités d'action, et etc. Et en ce sens, je crois que c'est pour ça que c'est la troisième question de pourquoi on ne fait pas les mêmes réflexions que c'est très dangereux de faire de la politique à partir de maintenant, la chute de l'Union soviétique, etc. Je crois que certes c'est dangereux, mais parce qu'il n'y a plus de référents, et parce qu'il n'y a plus de référents, il s'agit un peu de récomposer un référent, reconstituer un référent, en montrant, et pour faire ça, il faut montrer les possibilités de la société moderne, comme Marx à l'époque avait fait par son projet de critique de l'économie politique. Donc il ne s'agit pas d'aller avec des doctrines. Dans l'époque de Marx, on appelait ça les socialistes utopiques, mais il s'agit de montrer qu'est-ce que c'est que le capital, qu'est-ce que c'est que la société moderne, et quelles sont les possibilités d'action, et comment on peut faire pour améliorer les conditions de combat tout le temps, et plutôt que lisser... Je ferai ça en moins de 5 minutes. À 17h, ce sera bon. On change de place, là, c'est mieux pour... Merci pour l'information. Ouais, je voulais juste revenir sur le propos de Roméo, qui parle de nihilisme un peu prégnant dans la société, qui nous traverse, qui nous suit un peu. Et c'est vrai que ce sentiment d'instabilité, je pense que pas mal de jeunes l'ont, en sachant que oui, évidemment qu'il y a des crises, il y a des ruptures qui se font, il y a des choses qui vont mal aller dans le futur, donc dans une vision très alarmiste des choses. Je sais pas, de l'écologie, des guerres, du déclassement social, etc. Et je pense qu'il n'y a que après des nouvelles formes d'expression qui peuvent ne pas être suivies en permanence par des publicités ou des marchandises, parce que la gauche est un peu, je sais pas, identitaire ou wokiste comme tu en parles, elle peut être très facilement réintégrée par des schémas capitalistes. Donc à nous de trouver des moyens d'action, etc., pour lutter vraiment contre le nihilisme et donc dégager simplement l'alarme de la jeunesse en vraie résistance de la jeunesse. Mais bref, là n'est pas mon point à moi.
Moi, la question que je vais traiter, que tu as commencé à traiter, que je vais un peu plus développer, ça va être considérez-vous le projet d'études collectives comme vous faites sur les questions politiques comme une façon d'affirmer qu'un autre monde est pensable. Alors, petit contexte concernant l'école que nous, on a fondée humblement. On a fondé une école en septembre 2023 qui se réunit une fois par semaine chaque samedi, avec évidemment quelques entorses au programme quand il y a des grosses mobilisations politiques ou des conférences sur l'unilisme. Je dis bon allez, c'est le moment de aussi parler avec des vieux, entre guillemets, évidemment, on va faire le côté générationnel. Et donc c'est cette école qui regroupe une quinzaine de camarades, de militants aguerris. On alterne entre des interventions préparées par nos propres soins et des interventions extérieures avec des invités, souvent âgés évidemment, parce qu'on a besoin justement d'avoir ce côté mémoriel, qu'on accueille dans l'école. Ah, je peux regarder, excuse-moi. Donc dans cette école, tu l'as un peu dit, on aborde des sujets variés, des analyses de livres, des concepts philosophiques, des périodes révolutionnaires et des formes politiques qui nous semblent très intéressantes. Et la question qu'on nous a posée, donc, c'était vraiment l'école, comment elle était aussi un moyen de penser le monde, au-delà de simplement être dans les luttes à droite à gauche, etc. Donc nous, en tant que militants, en tout cas, ça nous tient vraiment à cœur, de creuser chaque chemin qui contienne à des devenirs révolutionnaires et des devenirs politiques puissants et subversifs, qui sont capables de poser la question de la bifurcation, du chamboulement. Et donc pour nous, l'étude politique, elle cherche, elle, à creuser les contenus politiques qui ont existé, pour se donner des armes théoriques et stratégiques, pour transformer notre présent, nos actualités. Et c'est pourquoi notre vie militante, on va dire plutôt agitée, on avait besoin de se donner un moment de calme, d'accalmie entre guillemets, pour reposer un peu notre cerveau et le laisser se déployer par rapport à une temporalité qui est tout autre que celle de l'agitation sociale, qui est très fiévreuse. Et donc de penser à chercher dans les éléments du passé des inspirations, des gestes qu'on peut réactualiser, appliquer, savoir s'ils sont stériles, fertiles, etc. Et quand on a présenté le projet d'école à nos camarades, on avait comme impératif d'ouvrir une école de formation pour des militants aguerris, entre guillemets, qui permettrait à la fois de faire une généalogie du communisme et de réinstaurer dans le parcours du militant ce maillon théorique fondamental qui a tendance à se perdre dans notre génération, vu que vous l'avez entendu, le terrible chiffre, 5 heures de réseaux sociaux par jour chez les jeunes, on fait aussi partie de cette stat, et le côté d'ouvrir un livre, de pouvoir discuter, de pouvoir prendre le temps de poser un sujet, c'est de plus en plus difficile dans cette économie un peu du désir, du porno, je sais pas qu'on peut appeler, mais l'immédiateté, quoi. On n'a pas le temps de se poser et de vraiment réfléchir et de poser des sujets qui nous tiennent sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et plus généralement, l'école est pour nous un moyen de ne pas être orphelin de toute la richesse communiste qui s'est déployée lors des deux derniers siècles. Entre nous, on aime bien parler de cet événement semi-tragique qui est la chute du mur de Berlin, qui a été l'occasion pour les intellectuels capitalistes, une occasion idéale pour eux, pour en gros détruire et dissoudre la politique et les politiques émancipatrices comme un crime terrible, etc. C'est ce que tu avais dit. Et c'est une opération qui a plutôt réussi, franchement. Donc, par exemple, même des fois, même les mots communistes, etc., sont maintenant presque incompris. Et c'est même plus que le communisme, c'est même plus un danger chez les gens quand on dit communisme, c'est plutôt commu, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Ça peut être un jeu vidéo, comme ça peut être un magazine pour les gens. Bref, c'est assez terrible au niveau de la perte mémorielle. Elle est vraiment là, la rupture générationnelle a été faite, quoi. Et donc, ce que je disais entre moments de calme et moments d'agitation, on a donc cette conviction que la politique, notre politique organisée, doit réussir à surfer sur différentes temporalités. Et Lénine, lui, disait, après la révolution de 1905, qui était une sacrée fièvre, il y a des décennies où rien ne se passe et des semaines où des décennies se produisent. Donc cette phrase pleine d'entrain, qui donne aussi plein de courage, nous montre la puissance de ces semaines révolutionnaires qui sont capables de lever des armées prolétariennes, etc. en très peu de temps. Ça fait chaud au cœur, tant mieux. Mais on peut aussi prendre la citation à contre-pied et réfléchir à ces décennies où rien ne se passe. Et ces longues périodes d'apathie révolutionnaire sont aussi des séquences très intéressantes où se préparent des évolutions politiques et des changements latents, des changements sociaux latents. Lénine donnait, lui, aux militants communistes deux caractéristiques importantes, la patience et l'ironie. Et c'est vrai que le travail militant est un long travail d'observation, de formation et d'action. Et nous considérons que pour être prêts à contribuer à des semaines révolutionnaires, nous devons aussi faire ce travail d'étude qui se place sur une temporalité bien plus longue. Badiou, lui, nous a dit que la résistance rime toujours avec l'endurance. Donc nous sommes donc convaincus que l'étude peut nous apporter la connaissance nécessaire sur notre passé et la période actuelle, afin de saisir la consistance de ce qui peut vaincre et durer sur le terrain politique actuel. C'est tout pour moi, merci.